Si au premier coup d'œil, on peut voir American Dad comme une pâle copie des Simpsons ou de Family Guy, laissez-moi vous dire que vous avez tort. Derrière ces airs de sitcom débile se cache en réalité un lore beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel pour ceux qui n'ont jamais vu un seul épisode. Nous sommes dans la ville de Langley Falls et on suit les Smiths, une famille américaine. Le père, Stan, est un agent de la CIA ultra conservateur et parano. Sa femme, Francine, est une ancienne fêtarde devenue mère au foyer. Hayley, la hippie engagée qui déteste tout ce que son père représente, et Steve, le geek puceau qui galère avec les meufs. Pour couronner le tout, ils cachent dans leur grenier Roger, un extraterrestre sociopathe qui kiffe se déguiser. Ah, et il y a aussi Klaus, un poisson rouge qui parle avec un accent allemand. D'ailleurs, si vous vous demandez comment un alien et un poisson ont pu finir chez les Smiths, c'est compliqué, donc on y reviendra en détail dans cette chronologie. Parce que maintenant qu'on est tous à jour, on peut remonter le temps, car l'histoire d'American Dad commence bien avant le premier épisode. Pour bien comprendre l'histoire de la série, il faut retourner au 19e siècle en pleine conquête de l'Ouest. Et c'est là qu'on rencontre pour la première fois l'un des personnages les plus importants de la série, Roger. Lui, c'est pas juste un alien paumé, car contrairement à ce qu'on peut penser, il ne vient pas d'une planète spécifique. Et le truc le plus fou, c'est qu'avant même de squatter chez les Smiths, il foutait déjà le bordel au Far West. En fait, dans les années 1800, il rejoint une famille de pionniers sur la fameuse piste de l'Oregon, aux États-Unis. Et sauf que voilà, Roger a une espérance de vie incroyable, il a plus de 1600 ans et est quasiment immortel. Il a vu sa première famille d'adoption mourir de vieillesse sous ses yeux et le deuil l'a complètement traumatisé. Au point où de nos jours, quand il se rend compte que le même sort va inévitablement arriver aux Smiths, il pète un plomb. Pour ne pas revivre ce chagrin, Roger drogue la famille avec une seringue et numérise leur conscience pour les envoyer dans un vieux PC. Le pire, c'est qu'il va passer ses journées à regarder leur avatar pixelisé mourir de dysenterie ou de morsures de serpents dans le jeu, juste pour se désensibiliser à leur futur mort dans la vraie vie. Sympa l'ambiance. Mais là, j'ai fait un trop gros saut dans le temps, car pour l'instant, on arrive aux années 1930. Là, on découvre que Stan et Francine sont en fait la réincarnation exacte d'un couple d'acteurs hollywoodiens des années 30, Leonard Zane et Gloria. Ils ont été assassinés par une autre star du cinéma, June, qui était très jalouse de la romance des tourtereaux. C'est un détail qui a son importance, car on comprend à ce moment que peu importe l'époque, les âmes de Stan et Francine sont liées. Quoi qu'il arrive, à travers les siècles, ils finiront toujours par se retrouver. C'est beau, mais c'est surtout super glauque quand on sait ce qui les attend. Quelques années plus tard, en 1947, arrive le fameux crash de Roswell. C'est la date officielle où le vaisseau de Roger s'écrase sur la Terre. Alors oui, vous allez me dire, attends, s'il était déjà là au 19e siècle sur l'Oregon Trail, comment il peut s'écraser en 47 ? Eh bah, il n'y a tout simplement pas de réponse. On a cherché, et sauf erreur de notre part, c'est juste une incohérence. Après, faut aussi prendre en compte que la plupart des infos qu'on a proviennent directement des dires de Roger, et il a tendance à être un peu mytho sur les bords. Donc discerner le vrai du faux, c'est loin d'être simple. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre alien n'est pas venu sur Terre en tant que touriste, loin de là. On apprend que les siens lui ont donné le titre de décideur. Et il a donc pour mission de juger si les humains sont assez cool pour rester en vie ou s'il faut raser la planète. Ah ouais, rien que ça. Et s'il s'est craché à Roswell, c'est parce qu'il était poursuivi à travers la galaxie par un autre extraterrestre ultra violent dont il a buté l'enfant par accident. Oups. Traqué par l'armée américaine d'un côté et par ce monstre de l'espace de l'autre, Roger va être caché par des humains. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il commence à se déguiser pour survivre. Et là, on casse un mythe. Il n'a pas de pouvoir qui empêche les gens de le reconnaître. Le lore officiel de la série nous dit juste que les gens sont juste stupides. Bah ouais. Et Roger joue tellement bien ses rôles qu'il trompe la planète entière. Mention spéciale à sa persona la plus maléfique et détestée de tout l'univers, l'infâme Ricky Spanish. Bref, grâce à ses mensonges, la CIA capture le mauvais alien et notre sociopathe file tranquille. Bon, mettons les extraterrestres un peu de côté et parlons de la famille Smith. Si sur le papier ils vivent le rêve américain, en réalité ce sont tous des grands malades. Stan, par exemple, qui deviendra le père de la famille Smith, il a été abandonné à 8 ans par son père Jack. Durant sa fête d'anniversaire, il a découvert son daron déguisé en clown en train de prendre du bon temps avec sa mère juste avant de fuir et de disparaître. Ouais, il y a de quoi être traumatisé. Pour ne pas péter les plombs, Stan a passé toute sa vie à idéaliser ce père absent. Il s'est persuadé que c'était un agent secret d'élite
Smith, membre d'une alliance mystérieuse, et c'est exactement pour ça qu'il a rejoint la CIA, pour rendre son paternel fier. Par contre, si Stan est aussi insensible aujourd'hui, c'est sûrement à cause de sa mère. Un jour, alors qu'il devait déménager dans un nouvel appartement qui n'acceptait pas les animaux, elle l'a forcé à faire piquer son propre chien, Freddy, qui était en parfaite santé. Alors, pour combler son chagrin et son manque de figure paternelle, le jeune Stan a littéralement passé son enfance à parler à un arbre. Puis, durant l'adolescence, le sort s'acharne. Il teste un traitement expérimental contre l'acné qui le rend intégralement chauve. Oui, le beau brushing de Stan que vous voyez depuis l'épisode 1, c'est une perruque collée à son crâne. Après, il y a quand même une bonne nouvelle. Des années plus tard, Jack réapparaît enfin. Et c'est pas du tout un super espion, mais juste un vulgaire voleur de bijoux qui va se servir de son propre fils pour faire des braquages. Et quand la police arrive, il abandonne Stan une deuxième fois pour sauver sa peau. C'est vraiment pas le père de l'année. Francine, quant à elle, a été élevée par des parents adoptifs sino-américains. Pourquoi ? Parce que ses vrais parents, pétés de thunes au passage, l'ont abandonné bébé à l'aéroport juste parce qu'il refusait de lui payer un billet en première classe. Mais l'abandon n'est pas son seul traumatisme. Adolescente, Francine n'était pas la fille modèle. Elle a mis le feu à son lycée, sans parler de sa carrière ratée car elle a failli percer en tant qu'actrice à Hollywood, mais un tout jeune George Clooney lui a volé sa seule réplique, brisant ses rêves. Dépitée, Francine est devenue une vraie groupie du rock dans les années 80. Et elle a eu une idée folle, planter un rosier pour chaque homme avec qui elle couchait. Le résultat, elle a accidentellement créé le plus grand jardin botanique d'Amérique du Nord. Ah oui quand même. Forcément, quand ces deux-là se rencontrent, ils ont des points communs et ça matche tout de suite entre eux. C'est arrivé un jour où Stan a pris la jeune Francine en stop. Et pour la draguer, il roule sur un raton laveur, sort de sa voiture et l'achève avec un flingue. Francine tombe instantanément amoureuse. C'est original. Disons que du coup, ce n'est pas surprenant d'apprendre quelques temps plus tard que Stan utilise un gaz de la CIA pour effacer la mémoire de sa femme à chaque fois qu'il oublie leur anniversaire de mariage. Depuis le début, il y avait des indices sur sa toxicité, hein. Bon, par contre, à un moment, il fait une boulette et efface carrément 20 ans de la vie de sa femme. Heureusement qu'elle finit par retrouver la mémoire. Bon, après, la CIA ne sert pas qu'à créer des substances qui vont ruiner le couple. Laissez-moi vous parler de Klaus le poisson, aka le membre le plus oublié de la famille. Déjà, pourquoi il parle avec un accent allemand ? On apprend qu'en 1986, c'était un humain, et surtout un skieur olympique de l'Allemagne de l'Est. Et la CIA, pour empêcher les communistes de gagner, l'a kidnappé et a mis son cerveau dans un poisson rouge. Depuis, il tourne dans son bocal au salon. D'ailleurs, il n'y a pas que les Smiths qui sont brisés. Tous les personnages secondaires de la ville cachent un passé sombre. Prenez le principal Lewis. Avant de diriger le lycée, c'était un baron de la drogue au Pérou qui a fait de la prison, où il a tabassé un mec pour en faire sa femme de cellule. Ou encore Barry, le pote gentil et un peu simplé de Steve. On apprend que ses parents sont des échangistes toxiques qui le négligeaient totalement. En fait, Barry est un pur psychopathe et les mystérieuses pilules qu'il prend tous les jours servent volontairement à le rendre idiot pour bloquer ses pulsions meurtrières. Bref, 10 ans après les histoires de la poiscaille, naît Hayley, la fille aînée des Smiths. Elle, c'est vraiment le cliché de la hippie qui manifeste tout le temps. Mais elle cache peut-être aussi un passé plus flou, car un jour, dans le présent, elle tombe gravement malade et a besoin d'une greffe de rein en urgence. Stan se propose naturellement, mais il y a un hic. Il se pourrait qu'il ne soit pas le père. Attends, quoi ? Pour comprendre, il faut remonter à la veille du mariage de Stan et Francine. Plus précisément, lors de l'enterrement de vie de jeune fille de cette dernière. Parce que c'est plus ou moins à cette période que Hayley a été conçue. Pour savoir ce qui s'est réellement passé, le couple décide de retourner voir cet événement en 1996 à l'aide d'une machine de la CIA. Stan découvre avec horreur que Francine l'a trompé avec un type dans un bar nommé Joel. Bien sûr, sanguin qu'il est, il s'énerve et interfère avec le passé, ce qui fait que Francine ne couche pas avec ce gars. Problème, si ça n'arrive pas, il se peut qu'Hayley ne naisse jamais. Stan n'a pas d'autre choix que de ravaler sa fierté et doit tout faire pour que la Francine du passé le trompe. Pour ça, ils vont la droguer avec de l'ecstasy, une drogue qui a carrément été inventée par Roger l'Alien dans les années 90 lors d'un de ses trips. C'est littéralement lui et cette drogue qui ont permis à Hayley de naître. De retour dans le présent, il retrouve Joel et lui vole son rein. Mais Stan donne aussi le sien. Du coup, on ne saura jamais lequel des deux a été greffé à Hayley, ni qui est son père biologique. On passe le nouveau millénaire et on arrive au début des années 2000. C'est à cette époque que la famille Smith telle qu'on la connaît se met officiellement en place. Entre-temps, Roger a été capturé par la CIA et placé dans la zone 51. Et c'est là qu'il sauve la vie du jeune agent Stan Smith. Ce dernier lui est reconnaissant et décide de ramener Roger chez lui et de le cacher dans son grenier. C'est surtout le début des problèmes, vu combien il est exécrable. Et là, vous vous dites sûrement, mais pourquoi Roger passe son temps à se déguiser, à trahir la famille et à être un vrai sociopathe avec eux ? Eh bien, la série nous donne une vraie explication
explication biologique. Un jour, Francine décide de kidnapper Roger pour de faux, juste pour voir si Stan tient à lui. Sauf que ce dernier s'en fout royalement et reste chez lui à mentir. Mais pendant ce faux enlèvement, Francine se rend compte que Roger n'est pas juste un peu chiant, mais il est carrément horrible. C'est le diable ce mec. Pour lui faire plaisir, Roger décide alors d'essayer d'être gentil. Et c'est la pire idée de sa vie. En fait, dès qu'il fait une bonne action, son corps se met à pourrir. Faut comprendre que si l'espèce de Roger ne libère pas constamment sa méchanceté, leur corps produit un excès de pus toxique qui finit par les empoisonner de l'intérieur. En gros, si Roger ne ruine pas la vie des gens avec ses personnalités différentes, bah il meurt. Oui bon, je vois plus ça comme une excuse pour foutre le bordel. D'ailleurs, sa biologie est tellement éclatée qu'un jour, une de ses tumeurs va littéralement prendre vie, se détacher de lui et devenir Rogu, un mini-clone difforme qui va carrément être adopté par la famille. Normal, tu vas me dire. Si ça s'arrêtait là, ok, mais non. La série pousse encore plus loin dans l'absurde avec les spécificités de son espèce. En 2005, après avoir mangé un simple burrito, Roger va dans un buisson et pond littéralement un caca en or massif recouvert de pierres précieuses. Sauf que cet étron n'est pas juste un joli bijou. On apprendra plus tard qu'il s'agit en réalité d'une graine cosmique, capable de générer un univers entier. Mais pour l'instant, c'est un artefact maudit. Il est trouvé par hasard par un pauvre employé des égouts qui le vole sans que la famille ne se rende compte. Ce caca en or va instantanément corrompre l'âme de tous les humains qui le regardent. Pendant des décennies, cet étron va voyager à travers le monde de main en main, ruinant des vies, provoquant des meurtres. L'ordre des chevaliers du caca en or est même créé en secret par le pape au Vatican pour protéger cet artefact de pouvoir absolu. Et c'est là que la chronologie de cet objet devient complètement folle. Des années plus tard, Roger se fait carrément virer de la maison par les Smiths parce qu'il a déchiré l'unique exemplaire de leur formulaire d'inscription pour participer à la célèbre émission de télé Une famille en or. Devenu SDF, Roger est pris en filature par les hautes sphères de l'ordre du Vatican. Pourquoi ? Parce que pour sauver le monde de la corruption, ils ont découvert que l'étron doit retourner exactement d'où il vient. C'est-à-dire dans le cul de Roger. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Une jeune livreuse Uber Eats qui s'avère être la seule personne au monde au cœur assez pur pour ne pas être corrompue, l'élu en gros, retrouve l'étron et le remet à Roger. Ou plutôt, dans Roger. Résultat, le caca est absorbé, tous les maux de l'humanité disparaissent et la Terre devient une utopie parfaite. Sauf qu'en échange, Roger se désintègre en 300 morceaux éparpillés aux quatre coins du globe. Et devinez quoi ? Un monde parfait où personne n'a de problème, ça saoule très vite tout le monde. Du coup, guidés par un nouvel extraterrestre super bizarre apparu de nulle part, les Smiths partent à la recherche des 300 morceaux de Roger pour le reconstituer. Et dis-toi que le tout dernier morceau manquant, le trou de balle de Roger, se trouve entre les mains du vrai présentateur télé de l'émission Une famille en or, Steve Harvey. Les Smiths participent à son émission, gagnent le jeu et reconstituent Roger. Le caca ressort et le monde redevient immédiatement normal avec tous ses problèmes habituels. Steve Harvey, devenu fou, veut voler l'étron. Stan s'en empare alors sous prétexte de vouloir le détruire pour de bon. Sauf que l'artefact le corrompt instantanément. À partir de là, c'est un bain de sang. On a droit à un bond dans le temps de 20 ans. Stan vit en vieil ermite paranoïaque dans une grotte pour protéger son précieux. Steve finit par le retrouver pour le lui voler, mais il se fait écraser par la voiture de sa propre sœur. Hayley, qui 2 secondes plus tard se prend une balle dans le dos tirée par Francine. La scène se termine par un combat à mort hyper sanglant entre Stan et sa femme. Résultat, tout le monde meurt. Roger, voyant que son étron a décimé sa seule famille, pète un câble. Il utilise une machine pour remonter le temps, retourne au moment exact où il a chié le caca et ordonne à son lui du passé de s'en débarrasser. La chronologie est modifiée, la famille Smith est sauvée, mais l'étron, lui, finit sa course dans une vieille machine d'attrape-peluche en Floride, prêt à corrompre de nouvelles victimes. À partir de ce moment, on sent que la mort tourne autour des Smiths. Dites-vous que jusque-là, tous les passages meurtriers qu'on a vus, c'était rien par rapport à ce qui arrive. Dans American Dad, la religion et les fêtes de fin d'année n'ont rien de mignon. Ce sont des guerres sanglantes. Tiens, prenons un soir de Noël. Stan décide d'apprendre à son fils Steve, le geek un peu fragile de la famille, comment tirer avec un fusil d'assaut. Sauf que ce dernier lève son arme dans le ciel, tire au hasard et abat littéralement le Père Noël. Rien que ça. Au lieu d'appeler les secours, la famille a une idée de génie. Enterrer le corps dans la forêt. Grosse erreur car le Père Noël survit. Et croyez-moi, c'est pas le gentil monsieur rouge qu'on nous vend. Ce type est un vrai psychopathe. Il débarque chez Smith avec une bande d'elfes surarmés pour les massacrer. Heureusement, la famille réussit à survivre de justesse parce que le 25 décembre se termine et par chance, la magie force le Père Noël à se retirer chez lui quand cette date est passée. Mais il fait une promesse de revenir chaque année pour les tuer. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Quelques années plus tard, Stan est tellement désespéré par ses attaques qu'il va chercher de l'aide auprès du démon Krampus, le père fouettard.
Noir, qui est retenu par Jack, le grand-père voleur. Mais comment ce type a un démon sous la main? C'est parce que le père de Stan l'a piégé lors d'une de ses magouilles. Pendant leur combat épique contre le Père Noël, Krampus se fait tuer, et le daron de Stan se prend une balle à la place de son fils. Leurs deux sangs se mélangent et Jack fusionne avec le démon. La fusion crée un nouveau Krampus avec l'esprit de Jack, ce qui lui permet de sauver Stan et de forcer le Père Noël à s'enfuir, mais un truc encore plus fou arrive par la suite. En fait, on découvre que le Père Noël n'en a rien à faire de distribuer des cadeaux. Son vrai plan, c'est de kidnapper des enfants, dont Steve, pour les faire travailler comme esclaves dans sa mine du pôle Nord. Pourquoi il fait ça, vous allez me dire? Parce que le Père Noël cherche à déterrer Umbaba, un dieu préhistorique particulièrement horrible. Son but final est d'invoquer cette divinité pour détruire l'esprit de Noël à tout jamais, s'affranchir de la règle du 25 décembre et enfin régner sur le monde. La divinité finit par se réveiller et détruit la moitié du pôle Nord. Les Smiths arrivent à la vaincre en lui rentrant dedans avec un train à pleine vitesse. Mais le Père Noël survit encore. Cette guerre n'est toujours pas finie. Mais vous savez quoi? Le gros bonhomme en rouge n'est pas le pire antagoniste que la famille a affronté. Et pour ça, il faut que je vous parle du mec de Hayley. Petit contexte, elle s'est mariée à un type appelé Jeff. Et lui, c'est le stéréotype parfait du loser qui squatte H24 la maison. Et un jour, le gars décide d'adopter un petit garçon trop mignon à l'orphelinat, Nemo. Sauf qu'il y a un truc pas net. Stan, qui vient tout juste de se faire excommunier par l'église car il a littéralement tabassé un mec déguisé en Jésus, découvre un petit détail bizarre sur le crâne de son nouveau petit-fils. Une cicatrice en forme de 666. Et ouais, Nemo, c'est l'antéchrist. Mon Dieu, Nemo, ça fait Omen quand on l'écrit à l'envers. Ah, c'est lui l'antéchrist. Et accrochez-vous, car la mère biologique du gosse, c'était un chacal, et son père, bah c'est Satan lui-même. Sympa. Du coup, Stan capte que pour réintégrer l'église, il doit littéralement assassiner son propre petit-fils. À partir de là, le mood change. Le bébé contrôle mentalement les gens, il inonde les catacombes du Vatican et manque de tous les fumer. À la fin de l'épisode, Hayley refuse de voir son bébé se faire buter. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de l'abandonner en l'envoyant dans un endroit où personne ne pourra jamais le retrouver. Le problème, bah c'est que l'antéchrist n'est pas mort. Il est toujours en vie, quelque part dans l'univers d'American Dad. Et il grandit. Gardez bien ce détail en tête pour la suite. On met la Bible et la fin du monde de côté 2 minutes, parce qu'il faut qu'on parle du plus gros fil rouge de la série. Et ça concerne le perso qui a la pire vie de tout l'univers, Jeff. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Un jour, Jeff décide de s'enfuir avec Hayley pour se marier en secret. Stan pète un plomb, lance carrément un avis de recherche aux infos et offre une prime de 50 000 $ à celui qui empêchera le mariage. Rien que ça. Les deux amoureux finissent piégés sur le toit d'un motel miteux. Du coup, Hayley simule sa propre mort pour faire culpabiliser son père. Et c'est comme ça qu'ils arrivent enfin à se marier et à s'installer chez les Smiths. Sauf que c'était la pire idée possible. Parce qu'en traînant dans la maison, Jeff finit par découvrir un truc qui va ruiner sa vie. Il voit Roger sans aucun de ses déguisements, littéralement tout nu. Stan le menace direct de mort pour protéger le secret de la CIA. Roger, dans son immense gentillesse, propose à la famille de se sacrifier et d'appeler un vaisseau spatial pour rentrer sur sa propre planète. Attends, quoi? Depuis le début, il peut rentrer chez lui? Eh oui, si Roger est prêt à risquer sa vie face à la CIA, c'est juste pour pouvoir chill sur la Terre et manger des fast-food. Mais évidemment, cet alien reste un hypocrite. Quand la soucoupe arrive, il fait ses adieux avec une petite larme. Puis il saisit violemment Jeff par le col, le jette de force dans le rayon tracteur et l'envoie dans l'espace à sa place. Bref, le mec de Hayley se retrouve alors captif dans un immense vaisseau impérial qui sert de supermarché spatial géant. Là-bas, il sympathise même avec le fantôme de l'acteur américain Sinbad qui est mort et coincé dans la soucoupe depuis des années. On apprend que l'empereur extraterrestre fait passer un test à ses prisonniers à l'aide d'une machine terrifiante appelée le Majestic, qui fouille dans votre cerveau pour prouver si l'amour véritable existe. Lors de ce test, Jeff découvre pourquoi l'empereur sépare les couples. On lui a brisé le cœur des années plus tôt. Et vous savez par qui? Par Roger, bien sûr. Bien avant son arrivée sur Terre, Roger avait séduit l'empereur avant de l'abandonner. Tout est toujours de sa faute. Grâce à ses souvenirs, Jeff prouve que l'amour existe. Il organise une rébellion de fous et réussit à s'enfuir dans une capsule de sauvetage. Mais son retour sur Terre ne va pas se passer comme prévu. Pendant un an, Hayley déprime au fond de son lit et finit par fréquenter un jeune millionnaire pour essayer de refaire sa vie. C'est à ce moment-là que Jeff arrive enfin à traverser un trou de verre pour atterrir dans son salon. Sauf que la relativité du temps a fait son effet. Lui, il a le même âge, mais pour la famille Smith, 60 ans se sont écoulés. Hayley est devenue une vieille dame, Francine ressemble à un cadavre botoxé et Stan a littéralement mis son cerveau dans le corps d'un gorille cyborg. Voyant que sa femme est en train de mourir de vieillesse, Jeff décide de se
sacrifier. Il refait le chemin inverse à travers le trou de verre pour reculer dans le temps. Il contacte Hayley par radio depuis l'espace en lui demandant de faire sa vie sans lui. C'est le moment le plus triste de toute la série. Et puis, quelques saisons plus tard, c'est le miracle. Un vaisseau atterrit dans la rue, écrase un passant et Jeff en sort. Il retrouve sa femme, il ne fume plus de weed, il veut devenir un homme meilleur. Et c'est là qu'on découvre quelque chose d'horrible. On voit ce fameux Jeff ouvrir le haut de son crâne pour parler dans une radio intégrée. Et oui, ce n'est pas Jeff, mais un alien métamorphe de la race des collecteurs du nom de Zeblir, qui a pris son apparence et tous ses souvenirs. Et le vrai, il est où? Hayley veut aussi le savoir et elle monte secrètement dans le vaisseau spatial pour découvrir la vérité. Les extraterrestres ont capturé son mari, l'ont disséqué vivant et gardent son corps biologique découpé en morceaux dans des cuves. Face à la détresse d'Hayley, l'alien Zeblir accepte de trahir les siens. Pour sauver ce qu'il reste de Jeff, ils prennent son véritable cerveau humain et l'implantent directement à l'intérieur du corps de l'extraterrestre Zeblir. Ils utilisent ensuite une technologie pour effacer la mémoire de tout le monde sur Terre. Du coup, le Jeff que vous voyez dans toutes les saisons récentes d'American Dad n'est pas un humain. Il a bien son esprit, mais son corps biologique est 100% alien. Et en parlant de mort, vous vous souvenez du bébé antéchrist que la famille avait abandonné? Eh bien, le temps est venu pour lui d'accomplir son destin. À partir de maintenant, la chronologie d'American Dad ne fait absolument plus aucun sens. Mais genre plus du tout. L'univers commence mystérieusement à littéralement se fracturer sous nos yeux. Du coup, la famille va subir apocalypse sur apocalypse. Le tout sans la moindre explication logique. Pourtant, personne ne meurt jamais vraiment. Pourquoi? Sachez que la CIA possède carrément un laboratoire de clonage. Prenez l'agent du père, le rival de Stan. Le mec meurt d'une façon atroce au début de la série, mais la CIA ressort un nouveau clone de ses frigos à chaque épisode comme si de rien n'était. Dans ce monde, la vie humaine ne vaut rien. Mais la mort n'est pas la seule chose qui bug. Le temps lui-même devient chelou. Un jour, t'as un Stan cyborg ultra badass venu du futur qui débarque au calme dans le salon. Le gars explique que dans le futur, les machines ont complètement détruit l'humanité et qu'il est revenu en arrière juste pour sauver Francine. Sauf que, c'est un mensonge. Y a aucune guerre en fait. Le cyborg est juste revenu dans le passé dans un seul but: voler la femme de son propre lui du présent. Bref, tout ça se termine en gros combat à mort, et le cyborg finit par mourir. Et à partir de là, le monde va littéralement être détruit de toutes les manières possibles. L'une de ces fois, on a le droit à la fin du monde biblique. Je t'explique. Suite à une énorme crise existentielle, Stan perd la foi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prend direct pour le nouveau Noé, et il embarque toute sa famille sur un cargo géant. Et là, boum, un vrai déluge s'abat sur la terre entière. Le bateau explose carrément. Stan et Francine s'échouent sur une île déserte et deviennent amnésiques. Steve et Roger sont seuls au milieu de l'océan. Hayley et Jeff sont repêchés par un porte-avions. Finalement, toute la famille finit par être sauvée par la marine. Les parents retrouvent la mémoire, mais le monde a vraiment failli être englouti. Ensuite, on passe au niveau supérieur. Un jour, on découvre la ville de Langley Falls totalement en ruine. Mais genre ravagée par des tribus sauvages et des cannibales. Et vous savez quelle est la cause de cette fin du monde? C'est Roger. Il s'est enfermé dans un accélérateur à particules et il a lâché un P. Un P si puissant qu'il a provoqué une explosion cosmique et a généré 200 clones vivants de toutes les personnalités psychopathes de Roger. Et ces créatures ont ravagé la planète entière avec des lances et des armes lourdes. Après une bataille générale de fous, les clones finissent par se disperser. Et la famille survit jusqu'au prochain épisode qui remet bêtement les compteurs à zéro. D'ailleurs, le futur réserve parfois de belles surprises pour le poisson Klaus. Si dans la majorité des apocalypses on le voit mal finir, il existe un futur en l'an 2045 où on le voit sous une vraie forme humaine. Il est devenu un grand-père paisible racontant des histoires à son petit-fils. La série n'explique jamais comment il a réussi à récupérer un corps humain. Mais au milieu de tout ce chaos temporel, pour une fois, le poisson a eu droit à sa fin heureuse. Mais attention, ce n'est pas tout. Parce que quand le monde n'est pas détruit, il est buggé. Dans l'un des épisodes les plus terrifiants de la série, Stan allume une vieille télé cathodique des années 60. Le signal l'hypnotise. Et là, il se fait physiquement aspirer à l'intérieur de l'émission. Il découvre avec horreur que tous les personnages en noir et blanc de cette télé sont de vraies personnes. Des gens du monde réel, prisonniers depuis des décennies. L'épisode est super badant, parce qu'ils sont condamnés à jouer une sitcom parfaite pour l'éternité dans un décor de studio. Et le pire, c'est que la dimension est gérée par une entité démoniaque du nom d'Alistair Kovacs, qui dévore vivant tous ceux qui cassent leur personnage. L'épisode se termine sans vraie résolution, avec toute la famille Smith littéralement piégée dans la télé, nous laissant sur un sentiment de claustrophobie assez bizarre. Et
Et enfin, il est temps que je vous parle du clou du spectacle, l'apocalypse finale. Steve découvre par hasard un ancien engin extraterrestre qui s'appelle le Radom. Sauf qu'en essayant de le détruire, il réveille accidentellement Ptazalom. C'est littéralement un monstre digne de Lovecraft venu tout droit des confins de l'espace. Le monstre détruit la Terre sans pitié et efface purement et simplement l'univers entier de l'existence. Et que fait l'univers face à ça? Ben il subit un gigantesque reboot. Et c'est là que perso, ça m'a mis hyper mal à l'aise. Le monde n'est pas juste sauvé, on a écrasé la sauvegarde pour en faire un nouveau. Les personnages originaux qu'on a suivis pendant 15 ans meurent tous pour de bon, l'univers qui redémarre à la fin de l'épisode est une copie. Ça veut dire que la famille Smith qu'on suit dans les saisons qui suivent sont des imposteurs, de simples clones qui ne savent même pas qu'ils ont remplacé la famille originale morte dans d'atroces souffrances. Alors là, je sais très exactement ce que vous vous dites derrière vos écrans. Mais comment c'est possible cette histoire? Comment toute la famille peut être noyée sous un déluge, mangée toute crue par des cannibales psychopathes, piégée pour l'éternité dans une vieille télé ou carrément effacée, et se retrouver parfaitement normal au début de l'épisode suivant? Eh bien, j'ai la réponse. Et je vous préviens tout de suite, c'est vraiment glauque. Rappelez-vous ce qu'on a dit plus tôt au sujet de l'Antéchrist. Bah devinez quoi? Ce gosse a fini par grandir. Et c'est là qu'on arrive à l'épisode 9 de la saison 6, qui est sans aucun doute l'épisode le plus important de toute la série. Le monde s'arrête de tourner. Le véritable jugement dernier s'abat sur la Terre. Pour comprendre, il faut quelques explications. Le jour de Noël, le fameux ravissement biblique a lieu. Toutes les personnes bonnes et pures montent directement au ciel. Hayley et Steve sont aspirés direct au paradis. Mais Stan, qui s'est comporté comme la pire des ordures égoïste avec sa femme, est complètement rejeté. Sa femme et lui restent sur Terre, totalement abandonnés par Dieu. Francine, complètement dégoûtée par le comportement pitoyable de Stan, décide de le quitter sur le champ. Elle rencontre un nouvel homme avec qui elle va sortir, qui s'avère être Jésus lui-même. Et là, énorme ellipse temporelle de 7 ans. Le monde est devenu un véritable enfer post-apocalyptique. Stan est désormais un survivant solitaire avec un œil en moins. Et c'est là qu'il retrouve celui qui lui a pris sa femme. Pourtant, ils ne se battent pas, et Jésus recrute même Stan pour une mission dangereuse. Sauver Francine. Parce que, oui, elle a été enlevée par l'Antéchrist en personne, qui cherche à détruire tout ce que Jésus et Stan aiment pour les briser. Petit détail de fou furieux au passage. Pour faire voler leur vaisseau spatial, Jésus et Stan ont besoin de carburant. Mais pourquoi ils prennent un vaisseau? Jésus peut pas voler? Eh bah visiblement, il n'en est pas capable. Et devinez ce qu'ils utilisent comme carburant? Le fameux caca en or de Roger. La boucle est bouclée. En fait, Jésus a retrouvé l'étron en Floride dans la ville de Boca Raton. Du coup, nos deux héros attaquent la forteresse. C'est la guerre. Jésus brise violemment la nuque de l'Antéchrist. Mais pendant le grand combat final, un énorme coup de feu part. Stan prend une balle en plein cœur. Il s'effondre lourdement au sol, il crache du sang, Francine, en larmes, s'agenouille près de lui. Et là, Stan réalise enfin à quel point il a été un mauvais mari pendant toute sa misérable vie. Il la regarde, lui demande pardon, ferme les yeux et meurt. Je répète, pour que ce soit bien clair, le personnage principal meurt pour de vrai. Son âme monte directement au ciel. Comme il a sacrifié sa vie pour vaincre le mal, il gagne le droit d'entrer au paradis. Là-haut, l'ange de l'accueil lui explique une règle simple. Chaque âme a droit à son propre paradis personnel, qui prend exactement la forme de ce que l'on désire le plus au monde. Stan ouvre sa porte, et devinez où le mec se retrouve? Il réapparaît exactement dans le salon de sa propre maison, le matin de Noël, pile avant que l'apocalypse ne commence. Francine est là, Hayley et Steve aussi, même Roger est présent. Stan sourit, soulagé, et décide que cette fois, il sera un bon mari. Sauf que ce n'est absolument pas sa vraie famille. La vraie Francine est restée coincée toute seule sur Terre. Ce que Stan voit devant lui n'est qu'une pure illusion générée par le paradis. D'ailleurs, si vous faites attention à la toute dernière seconde de l'épisode, on voit Klaus, le poisson rouge. Dans la vraie vie, Klaus est bien vivant dans son bocal, mais dans ce fameux paradis, Klaus est empaillé et mort, accroché comme un trophée au mur. Pourquoi? Tout simplement parce que le paradis donne à Stan ce qu'il désire le plus au monde. Et Stan a toujours rêvé de tuer ce putain de poisson rouge. Ce qui veut dire une chose absolument terrifiante. Cet épisode s'est passé pendant la saison 6. Donc tout ce que vous regardez depuis la saison 7 jusqu'à aujourd'hui n'existe pas. Mais tu vas me dire, attends, si c'est le paradis parfait de Stan, pourquoi Klaus
Klaus est de nouveau vivant dans les saisons qui suivent, et pourquoi la famille a des problèmes? La réponse c'est toute bête, parce qu'un paradis parfait, c'est chiant à mourir. Le subconscient de Stan a fini par s'ennuyer et a recréé sa vie imparfaite, avec Klaus vivant et tous les drames du quotidien pour que son paradis lui semble réel. L'univers principal de la série, lui, s'est arrêté net le jour de sa mort. Donc tout ce qui a eu lieu après. L'arc de Jeff perdu dans l'espace, la fin du monde des clones, le reboot total de l'univers, toutes les apocalypses et autres dingueries absurdes que je viens de vous raconter ne sont en réalité jamais arrivées, ou se sont produites avant et ont été diffusées dans la série plus tard. Bref, c'est exactement pour ça que le monde peut être détruit et reconstruit à l'infini sans la moindre conséquence, et que la continuité de la timeline est aléatoire, parce que rien de tout ça n'est réel. L'histoire d'American Dad s'est terminée il y a plus de 15 ans, et depuis tout ce temps, nous regardons juste le rêve infini d'un homme mort. Ou peut-être n'est-ce qu'une théorie.